Il y a quelques années, j'habitais une maison écologique en paille, dans un hameau écologique en Bretagne. J'étais alors l'heureux fondateur et rédacteur en chef d'un magazine spécialisé sur la construction écologique. Ceci explique cela. Il y avait souvent des visiteurs qui venaient voir ces drôles de maisons et leurs drôles d'habitants. Un jour, j'ai reçu un groupe de marcheurs pour leur faire une visite du lieu. L'un d'eux, âgé d'une vingtaine d'années, n'arrêtait pas de remettre en question la taille des maisons qui l'entouraient. D'accord, elles sont écologiques et très belles, mais alors, qu'est-ce qu'elles sont grandes ? Agacé, je lui répondais que la mienne ne faisait que 120 mètres carrés, que lorsque toute la famille recomposée était là, nous étions quand même 5, qu'il y avait en plus un espace bureau et un chat. Mais il n'en débordait pas. Quand même, c'est vachement grand. Ça m'avait turlupiné, et pendant plusieurs semaines après, j'ai essayé de me convaincre du contraire. Mais trop tard. La graine était semée. 2 années plus tard, au printemps 2008, c'est-à-dire il y a presque 10 ans, donc presque 60 ans pour mon chat, j'ai décidé d'écrire un article sur le petit habitat. Au cours de mes recherches, je suis tombé sur un type incroyable, Jay Schaefer, un Américain qui avait construit sa maison de 9 mètres carrés sur une remorque. Bon, je suis rentré en contact avec lui pour avoir des photos, et là, ce fut le coup de foudre avec cette tiny house, cette minuscule maison en français. À vrai dire, si je remonte quelques années auparavant, lorsque j'avais 23 ans, j'étais déjà totalement fan d'un philosophe américain qui s'appelle Henry David Thoreau. Il avait construit sa maison de 14 mètres carrés sur les bords de l'étang de Walden, à Concorde, non loin de Boston. Jay Schaefer disait s'inspirer de Thoreau, j'étais donc naturellement conquis. J'ai lu tous les écrits de Jay Schaefer, qui, comme sa maison, ont l'avantage d'être tout petits. Puis j'ai téléchargé toutes les images de tiny house que je pouvais trouver sur Internet. Ça y est, la graine venait de germer. Pour autant, il m'aura fallu attendre encore quelques années avant de passer du rêve à la réalité. Nous sommes au début 2013. Alors que j'ai longuement médité sur mon parcours de vie, en regardant la mer à côté de laquelle j'habitais désormais en Normandie, je me suis dit que mon heure était venue. Mais non pas pour finir entre 4 planches, je vous rassure, mais pour commencer une nouvelle vie dans une adorable maison en bois. J'ai alors passé en revue toutes les joyeuses lois françaises pour savoir comment construire, puis déplacer et enfin stationner ces minuscules maisons. J'ai dessiné mes premiers plans en n'ayant que quelques photos de tiny house américaines sous la main. Puis, j'ai remarqué que les Américains ne construisaient des tiny qu'avec de toutes petites cuisines, car ils ne cuisinent pas beaucoup. Il fallait donc relever ce défi typiquement français de construire des tiny gastronomiquement compatibles. Après tout cela, je suis allé voir un ami charpentier afin qu'il m'aide à concevoir la structure de la première tiny house française. Les 2 mois de chantier furent un vrai bonheur. Un couple d'amis, arboriculteurs bio, m'avait accueilli dans leur verger. J'étais au milieu de centaines de pommiers en fleurs, à quelques mètres d'un marais survolé par des cigognes et à quelques kilomètres de la mer, un coin de paradis. Le jour, des amis venaient me rendre visite ou me donner des coups de main. Et le soir, je commençais à trier mes affaires pour les faire rentrer dans mon futur espace de vie de 10 mètres carrés avec une mezzanine de 4 mètres carrés. Et oui, ma maison est à peine plus grande que votre chambre.
ou que votre salle de bain, voire même que votre dressing. Ma maison est minuscule et pourtant, c'est une vraie maison. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous mimer un aperçu de son volume. Imaginez que je rentre chez moi ce soir. Ah, tiny home, sweet tiny home. Quel bonheur de rentrer chez soi après avoir passé une si belle après-midi au théâtre de Clermont-Ferrand. Ah, mon canapé rouge, sur lequel j'ai l'habitude de poser mon petit sac à dos. Oh, mais il fait un petit peu frisquet. Il va falloir que je pense à rallumer mon poêle à bois de poche. Mais au fait, qu'est-ce que je vais cuisiner dans ma cuisine gastronomiquement compatible ce soir? Je ne sais pas. Tiens, j'ai oublié de fermer la porte de la salle de bain et des WC ce matin en partant. Je devais être un brin stressé, allez savoir pourquoi. Ah, il faudra aussi que je relève mes mails, mais peut-être qu'avant, je vais grimper sur ma mezzanine, elle est là, à l'aide de mon escalier, qui est ici, pour aller me reposer 5 minutes. Voilà. Maintenant, vous voyez mieux à quoi cela peut ressembler à l'intérieur. Et extérieurement, une tiny a la particularité d'être construite sur une grande remorque, ce qui lui permet d'être tractée par un fourgon ou une bonne voiture. Ma maison peut donc bouger et même aller jusqu'à 80 km/h sur autoroute. Alors tout à l'heure, je vous disais que la tiny est une vraie maison. C'est une vraie maison car elle a tout d'une grande. Une terrasse, une porte d'entrée couverte, une cuisine entièrement équipée, un coin salon, un espace bureau, une salle de bain, des toilettes, une mezzanine pour le couchage. Elle est bien isolée. Elle est conçue, comme ses grandes sœurs allemandes ou suédoises, en ossature bois avec une excellente étanchéité à l'air, ce qui fait qu'elle ne consomme presque 3 fois rien. Sa petite taille minimise également les gaines électriques et les tuyauteries. Elle est donc intrinsèquement très économe en énergie. Alors, je vais me permettre maintenant de répondre aux 3 questions que l'on me pose assez souvent sur les tiny et que vous vous posez peut-être vous-même à cet instant précis. La première question, mais quelle est la différence avec un camping-car? Alors, la principale différence, c'est que la tiny est conçue pour un usage permanent. C'est une maison, et non pas pour un usage saisonnier. Les autres différences sont la qualité des matériaux utilisés, la conception, le prix, 50% moins élevé, et l'esthétique. Et puis, il n'existe presque pas 2 tiny semblables. On est ici plutôt dans du sur-mesure. Une tiny correspond à son ou ses habitants. Ce qui m'amène à la seconde question. Mais à combien peut-on vivre dans cette minuscule, mignonne maison? Alors, il y en a qui décident d'y vivre seuls. Et là, c'est le grand confort, à la limite du luxe. Et puis, il y a ceux qui tentent l'aventure à 2, ce qui est parfait pour expérimenter le véritable amour. Enfin, il y en a d'autres, notamment mes amis belges, qui tentent l'aventure à 2 avec leur enfant. Ils peuvent ainsi goûter aux joies de l'éducation bienveillante dans l'infiniment petit. Et d'après ce qu'ils me racontent, ce n'est que du bonheur. Vient enfin la 3e et dernière question, qui est, mais si je devais vivre en tiny, enfin pas moi mais vous, qu'est-ce que j'emporterais avec moi comme affaire? C'est le fameux passage obligé à tous les candidats à une vie en tiny. Trier ses affaires et ne conserver que l'essentiel. Merci.
À l'époque, j'avais pris une bibliothèque comme celle-ci, afin d'étalonner le volume de mes affaires qui rentreraient dans ma future maison. Je vous rassure néanmoins, ustensiles de cuisine et vaisselle n'étaient pas compris dedans, gastronomie française oblige, vous l'aurez compris. Donc, tous les jours, je rajoutais quelque chose dans cette bibliothèque. Des vêtements, des livres, des bibelots, et quand elle était remplie, et qu'il y avait encore des biens que je voulais conserver, alors je devais faire un choix. Et ce choix, c'est celui de l'essentiel. Il est parfois difficile, mais il est indispensable. Et une fois dans ma tiny, je me suis rendu compte que si j'avais envie de m'acheter un livre, ou que quelqu'un m'offrait quelque chose que je voulais garder, alors je devais enlever quelque chose de ma tiny. C'est le principe des vases communicants. Un objet entre, un autre sort. Alors finalement, ma tiny m'a invité à vivre mieux avec moins. Et la logique d'accumulation matérielle, qui est celle de notre société, n'a plus de prise. Une visite dans un magasin d'ameublement ou de décoration me laisse totalement de marbre. Si un jour vous êtes invité par un ami qui vit en tiny, ne lui apportez surtout pas quelque chose de matériel, ça pourrait créer chez lui un cas de conscience terrible, surtout s'il s'agit de la collection complète de la Pléiade ou des 3350 épisodes de Plus belle la vie en coffret collector. Non, apportez-lui plutôt un bon petit plat maison fait avec amour. Tout en dégustant ce plat, vous apprécierez alors comment le moindre espace est optimisé, ce qui fait gagner du temps sur le quotidien. Tiens, j'ai oublié une fourchette. Il suffit de tendre le bras. Ah, tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Un quart de tour, et le voilà. Et après le repas, vient l'heure du mini-rangement, éventuellement du mini-ménage, car tout est mini dans une minuscule maison. Certes, faire son lit accroupi sur la mezzanine n'est pas chose aisée et requiert un brin de souplesse. Personnellement, ça me donne une très bonne raison pour ne pas faire mon lit. Imaginez alors que cette maison finit par vous faire gagner du temps. Cette denrée rare et précieuse dans notre monde qui va à 100 à l'heure. Un temps que l'on pourra remettre à profit pour se reconnecter avec soi-même, avec les autres ou avec la nature. Et d'ailleurs, si vous choisissez de mettre votre tiny dans un coin de campagne, vous serez sans cesse invité à aller mettre votre nez dehors. Parce qu'en plus, techniquement, il est très compliqué de faire les 100 pas dedans. Pour autant, on ne se sent pas à l'étroit dans une tiny, car elle possède un grand nombre de fenêtres, ce qui fait que le regard peut s'en aller au loin sans jamais être stoppé par un mur. Qui plus est, aller se coucher avec Deneb, Altaïr et Vega dans la fenêtre de toit, ou être baigné par la lumière de la Lune, est une expérience cosmique absolument grandiose. Grâce à son grand nombre de fenêtres, la tiny se transforme également en excellent observatoire pour les oiseaux ou les animaux. Et en parlant d'animaux, justement, je dois vous avouer que j'ai parfois un côté un peu ours. Et alors, ma tiny house se transforme en tanière à ours. Lorsque l'on approche, je grommelle ou je grogne. Mais ça ne dure pas vraiment longtemps. Car vivre en tiny, c'est également vivre dans un esprit de partage et de communication. D'abord, parce qu'il faut une route suffisamment dégagée pour faire circuler une maison de 4,30 m de haut et 2,55 m de large. Ensuite, parce qu'il sera plus facile de tirer un tuyau d'eau et une rallonge électrique de chez un sympathique voisin tout proche. Si vivre en tiny, c'est sortir des sentiers battus, vivre en tiny, c'est aussi créer du lien avec les personnes qui accueillent votre maison nomade sur leur terrain. C'est le cas de Bernard, un bricoleur de génie
homme à tout faire, qui pose sa tiny 3 ou 6 mois chez des gens en échange de menus travaux. Il découvre ainsi de nouveaux paysages assez régulièrement et se fait de nouveaux voisins heureux à chaque fois, et ça sans jamais déménager. Ne pourrait-on pas imaginer ensemble que dans un futur très proche, les tiny puissent également venir remplacer des logements sociaux ou servir d'hébergement d'urgence, et ce, y compris dans des zones non constructibles. On pourrait également imaginer que les tiny se regroupent ensemble afin de constituer de petits hameaux éphémères ou pas, et toujours respectueux de l'environnement. Souhaitons alors que demain, la tiny ait sa place comme nouveau type d'habitat et nouvelle façon d'habiter, car cette minuscule maison, croyez-moi, a un potentiel gigantesque. Merci.